Bah tiens, passons sur Zach Randolph, premier nom du jour. Mhm. Parlons de notre ami Zach Randolph, de ton ami aussi, Randolph, qui a été le go-to guy de facto de tes De Grizzlies. Memphis, Donc, c'est ça. Zach Randolph, 8 saisons sur la décennie. On va voir qu'il y en a 7 de vrais, entre guillemets. 16 points de moyenne sur la décennie, 31 minutes de jeu aussi sur la décennie. En total cumulé, c'est 16 300 minutes. C'est le 79e total de cette décennie. 529 matchs. Niveau palmarès, pas grand-chose à part une sélection All-Star en 2013, pour le coup, et une sélection All-NBA, carrément cette fois. All-NBA Third Team en 2011, donc au tout début de notre décennie. Et puis voilà pour le palmarès et le CV. En tout cas, le CV sur cette décennie, évidemment. On compte pas ce qui a pu arriver avant. Comparaison de draft, NBDraft.net, eux, ils avaient dit Elton Brand, niveau comparaison. Ouais, Bon, ouais, côté poste ouais. 4, ouais, voilà, poste 4 à l'ancienne, je sais pas. Draft Express, pas de comparaison de draft pour Draft Express. Et au niveau surnom, pas grand chose non plus, hein, juste Zibo. Donc on est sur du très Zibo. classique Ouais. que évidemment tu connais, mais que tout le monde connaît bien sûr, hein. Pas de surnom loufoque pour Randolph. Et donc son parcours, très rapidement, avant qu'on débatte de son profil, son parcours, bah, il a déjà 29 ans au début de notre décennie, hein, puisque c'est le 19e choix de la draft 2001, donc plutôt vieux par rapport au début de notre période, sachant aussi qu'il sort d'une saison All-Star déjà à Memphis en 2010, et donc 2011, notre première année, il est à 36 minutes de jeu par match, 20 points par match de moyenne carrément. Donc dans cette équipe des Grizzlies, évidemment. En playoff, il y a l'upset marquant contre les Spurs, donc le Mhm. Memphis qui est huitième et qui bat les Spurs, un de tes plus beaux souvenirs, je me doute. Et puis ensuite, ça tombe contre OKC au deuxième tour, une très jeune équipe de OKC. 2012, il fait que 28 matchs sur cette saison-là, donc peut-être un peu à mettre entre parenthèses cette Ouais. saison pour Zach Blessé, ouais. Randolph. Ouais, blessure, même si c'est vrai que c'était la saison du lockout, donc plus raccourci, mais quand même 28 matchs, c'est pas grand-chose. En playoff, ça tombe contre les Clippers, c'est la manche numéro un, on va dire, Mhm, au mhm, premier c'est ça. tour. Et puisque 2013, il y aura la revanche. Alors lui, il est à 34 minutes de jeu par match, ça y est, c'est remonté. 18 points par match cette saison-là, 2013. Et puis donc en playoff, la revanche contre les Clippers. Et puis ça tape OKC au deuxième tour, puisqu'il n'y a pas Westbrook qui est blessé. Vous battez les Mhm. OKC de Kevin Durant. Et puis ça tombe contre finalement les Spurs de Tony Parker, etc. en finale de conférence. Donc voilà pour 2013. 2014, 34 minutes de jeu par match, toujours 17 points de moyenne, avec la première année de Dave Yorger, hein, en coach, c'est plus Ouais. Lionel Hollins. Et en playoff, ça tombe contre Oklahoma City au premier tour, malheureusement, en 7 matchs, encore une fois. 2015, toujours 32 minutes par match pour notre ami Zach Randolph, 16 points de moyenne encore. En playoff, c'est le run aussi qui est un peu connu de. Bon, il bat Portland au premier tour, mais surtout, il commence un peu à titiller les Warriors au deuxième tour. Malheureusement, ils perdent dans la série. 2016, toujours 30 minutes de jeu par match, hein, pour notre ami Randolph, 15 points de moyenne également. En playoff, battu par San Antonio au premier tour. 2017, un peu la même histoire, hein, battu par les Spurs au premier tour, mais c'est vrai que c'est là ça commence à baisser pour Randolph, qui n'a que 5 titularisations sur 73. Il est en sortie de banc, ouais. Il est remplacé par Jamichael Green dans le 5 majeur. Et même au niveau du temps de jeu, hein, il passe d'une trentaine de minutes de jeu par match à peine 24. Donc on commence un peu l'évolution sur un rôle plus mineur en 2017. Et puis donc Free Mhm. Agency, il s'en va, il va à Sacramento pour une dernière pige finalement. Et donc 2018, saison 2018, 25 minutes de jeu par match pour les Kings, 14 points de moyenne, sachant que DeMarcus Cousins n'est plus là, on le rappelle aussi. Et en Mhm. playoff, ah ben non, playoff c'est les Kings, pardon, donc pas de playoff pour Zach Randolph pour finir, pardon, excusez-moi, fan des Kings. Et donc oui, pour te lancer sur son profil, qu'on puisse un peu en discuter. C'est vrai que son point fort, c'était la création, mais finalement, j'ai envie de te poser la question, à quel point est-ce que toi, tu considères qu'il a été haut dans la hiérarchie des créateurs à un moment donné de cette décennie? Bah, je pense que à l'échelle de la ligue, c'était pas un des meilleurs créateurs, mais je pense que dans le contexte dans lequel il était à Memphis, avec des gens avec autour de lui des usages plutôt bas, il avait un peu la casquette un peu de super-héros et l'obligation de compenser en fait au niveau du scoring. Alors c'était plutôt un joueur de volume, plutôt un joueur un peu diesel et qui se réveillait aussi en fonction des match-ups, notamment quand c'était Lamarcus Aldridge, quand c'était Blake Griffin, quand c'était Antonio McDyess, des joueurs comme ça. Quand il fallait taper au poste bas, ça le motivait, quoi. Voilà, c'est ça. Quand il y avait quelqu'un, puisque c'est un joueur qui revient de très loin, hein, puisque la décennie précédente, il est échangé un petit peu partout. Il arrive à Memphis un peu comme si c'était enfin, avec une réputation un peu de cancer de vestiaire à sa sortie des Jet Blazers et tout ça. Ouais.
Et au final, il retrouve une maison. D'ailleurs, c'est le premier maillot retiré de l'histoire de la franchise de Memphis. Et pour beaucoup, c'est le meilleur joueur de la franchise, même si, d'un point de vue statistique, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je trouve que c'est vrai qu'à l'échelle de tout ce qui pouvait se faire au niveau des premières options offensives de l'époque, je pense qu'il était vraiment dans la moyenne, voire même peut-être dans la moyenne basse. Mais par rapport au contexte de l'équipe et le si peu d'armes offensives qu'il y avait à l'époque à Memphis, il était nécessaire un peu comme Iverson à Philadelphie Oui, l'année où il est MVP, quoi. oui. Un peu comme un autre joueur aussi dont on va parler aujourd'hui, Tout peut-être. à l'heure. Un peu comme Rudy Gay, d'ailleurs. C'est un peu cet argument que j'avais utilisé aussi pour Rudy Gay, où je trouvais que les premières saisons à Memphis, justement, étaient pas si folles que ça en termes d'efficacité au niveau de la moyenne, mais dans un contexte défensif, bah, ça avait de la valeur. Et je trouve que c'est un peu la même chose pour Zach Randolph. Alors, en effet, quand t'as les deux, bah, c'était peut-être un peu trop, hein, quand t'as à la fois Rudy Gay et Zach Randolph, qui sont deux scoreurs go-to-guy un peu à peine au niveau de la moyenne, bah, les deux ensemble, c'est peut-être un peu trop pour aller loin. Mais effectivement, quand t'en as plus qu'un, oui, ça a un peu de valeur. Ça a de la valeur parce que quand t'as une base défensive et voilà, c'était un Mike Conley mais très jeune, c'était un Marc Gasol jeune également, Tony Allen, on va parler plus tard aussi. Enfin bref, il y avait une équipe qui n'était pas non plus encore aussi bonne qu'elle a pu le devenir ensuite C'est offensivement. ça. Et donc lui il était un peu le go-to-guy de ça, quoi, finalement. Donc il y a cette valeur-là où il y avait un socle défensif qui était très fort et lui était un peu là pour apporter le scoring avec une efficacité. Alors d'ailleurs, on peut passer, je peux citer les chiffres rapidement. Mhm. Au niveau du volume, on est sur du grosso modo autour de 23-25% d'usage toute la décennie. Donc voilà, une bonne deuxième option d'équipe, on peut dire, même si de facto il était la première, mais parce que c'était un système très, très, très régulé, j'allais dire, mais très homogène, on va dire, aux C'est Grizzlies. ça. Et au niveau de l'efficacité sur le scoring individuel, mais en fait, il est efficace, plus efficace que la moyenne seulement 2 fois sur cette décennie en question. En 2011, il est à 102, donc plus 2% à peine. Et en 2015, il est à plus 1%, 101 de true shooting plus. Et le reste, c'est vrai que c'est pas efficace, et c'est même pas efficace du tout, hein, sur des 95, 95, 94, 96, donc des moins 5, moins 4, moins 6%. On a même un 89, donc moins 11% en 2017. C'est un peu sur la fin, on peut lui pardonner. Mais bref, donc il y a ce côté où c'était un go-to-guy qui a eu de la valeur dans un contexte défensif, mais aussi avec un certain plafond, je sais pas si tu me rejoindras, mais Oui. d'efficacité et de rentabilité parce que bah, c'était des post-up et des mi-distances et que en soi, c'est pas hyper rentable, quoi. C'est ça. Beaucoup de post-up, beaucoup de mi-distance, très peu de paniers assistés. Enfin, c'est quelqu'un Ouais. qui a rarement eu des paniers assistés, même si de temps en temps il pouvait bénéficier de certains high-low avec Marc Gasol. C'est quelqu'un qui qui travaillait tôt en fait sur la position pour prendre la position préférentielle et isoler son match-up. Euh, et malheureusement, enfin, c'est quelqu'un un peu comme Al Jefferson en fait qui pour la plupart de ses tirs, il y avait quelqu'un entre lui et le panier en fait. Ouais. C'était pas, il avait très peu de choses faciles et il avait aussi que sa main gauche en vrai. Donc c'était aussi un petit peu plus facile à contrer, même si il a marqué des camions de points sur les mêmes actions avec fin de partir à droite, je pars à gauche, je pose un dribble, flotteur ou layup ou des choses comme ça. Donc oui, c'est vrai qu'en termes d'efficacité globale, c'est plutôt moyen, voire plutôt faible pour un go-to-guy. Mais je trouve que ça reste quand même un joueur qui a été tu vois, important, et notamment au niveau des playoffs. C'est quelqu'un vers qui on se tournait, puisque la majorité du temps, il n'y avait pas tellement de créativité dans l'attaque. Il n'y avait pas non plus de système très élaboré. Très élaboré. C'était Balazar Randolph, il va travailler son mismatch, quoi. Oui, c'est un peu le. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est Nico qui en parlait dans des épisodes récents. Le mauvais côté, c'est que ces scoreurs un peu inefficaces, bah, c'est pas bien parce que c'est inefficace, donc ça rapporte pas de points. Mais le bon côté, c'est que, bah, en fait, ces tough shotmakers ou ces créateurs, bah, t'arrives en playoff et finalement, bah, ça se transpose bien, quoi. Parce qu'ils sont habitués à aller prendre ces tirs difficiles. Donc là où pour d'autres, l'efficacité se transpose pas forcément ou ce genre de choses parce qu'il y a des défenses plus dures en face en playoff, eux, ça passe un peu mieux. Donc il y a ce côté-là, effectivement, en point positif peut-être pour Zach Randolph.
Après, c'est vrai que il y a peut-être un peu, encore une fois, revenir à cette notion du coût d'opportunité, de dire, bah, ok, il y a du scoring en volume, mais aussi il y a beaucoup de points, mais parce qu'on te donne beaucoup de ballons, quoi. Mm. Et au final, l'efficacité et la rentabilité sur à quel point tu nous donnes des points par rapport à quel point on te donne des ballons, bah, c'est quand même pas tant que ça. Donc c'est là cette notion de coût d'opportunité dont on avait déjà parlé aussi. Bon, je suis plus nuancé que Nico, mais je trouve que on peut se poser la question, en tout cas pour Zach Randolph, à un moment donné de cette décennie, surtout que pour le coup, j'en parlais, mais à part 2011, finalement, où effectivement c'est une campagne de playoff assez très marquante, hein, même au-delà de l'aura médiatique, même dans les chiffres, on voit que Oui. l'efficacité se maintient sur des tirs très difficiles, d'accord, mais sinon on a quand même tous les ans une efficacité qui chute en playoff et qui chute à des niveaux pas très bons, quoi. On chute vers le 19e centile, 27e, 9e centile, donc à peine mieux que 9% des joueurs à son poste en efficacité. Voilà, ça tombe quand même très bas. Il y a une chute d'efficacité qui est un peu problématique en playoff. Bon, voilà, peut-être que j'ai des standards trop hein, pour juger Zach Randolph, mais grosso modo, on était sur, comme tu disais en fait, hein, ce go-to guy, pas de top niveau, mais qui, dans ses équipes défensives, avait de la valeur parce que autour de jeunes, tu lui donnais le ballon, et notamment en playoff, il pouvait aller chercher des trucs assez régulièrement. Voilà, pas beaucoup de pertes de balles, des choses comme ça. Après, c'est vrai qu'il provoquait pas, c'est pas quelqu'un qui provoquait beaucoup de fautes, et Oui, puis qui avait la capacité de pouvoir se créer son tir seul. Et c'était un peu peut-être de la paresse intellectuelle un peu des coachs de pas, enfin le système c'était, enfin Dave Joerger il appelait ça turn four. Il levait les quatre droits en l'air et c'était balle à Zach Randolph au poste, tu vois. C'était oui. ça. Non, mais c'est marrant parce que c'est un peu un vestige de l'NBA de la décennie d'avant, peut-être un peu ce Mm. côté post bas, post-up, mi-distance, voilà. Un intérieur qui avait pas non plus énormément de passing et qui globalement, je crois qu'on s'était fait un peu la remarque avec toi d'ailleurs sur Al Jefferson, mais tu lui donnes le ballon, il va te rapporter des points, mais pas beaucoup de passing et pas beaucoup de synergie, d'interaction avec les autres joueurs sur le terrain aussi non plus, quoi. Il va pas diffuser, ouais. Et puis peut-être un mot aussi au niveau de sa défense. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Comment tu juges toi sa défense, on va dire sur ses bonnes années à Memphis? Moi, je trouvais que il était plutôt intéressant uniquement au niveau des mains. C'est quelqu'un qui avait enfin de bonnes mains. Je vais pas dire tu vois à la Jokic, mais je trouve que défensivement, c'est quelqu'un qui avait des mains plutôt intéressantes pour aller chipper des ballons, pour gêner. C'est quelqu'un qu'il fallait bouger, qu'il fallait quand même contourner, qui opposait quand Ouais. même un minimum de résistance. Et c'est vrai que bon, on n'était pas vraiment dans du pace and space comme dans les années précédentes, comme dans les années actuelles, hein, enfin, les années cours des années 2010. Donc du coup, il y avait moins d'espace à couvrir. Donc ce qui était important, c'est enfin, d'être puissant, notamment à sa position où il se faisait attaquer généralement au poste. Donc je trouve que, enfin, pour l'époque, c'était un défenseur un peu en dessous de la moyenne, mais que enfin c'était quand même quelqu'un de correct puisque au final il a souvent été dans des bonnes défenses et je pense que lui par rapport à d'autres ce qui joue en sa faveur c'est qu'il a été dans des contextes où l'équipe gagnait Oui. donc du coup on retient moins les les lowlights on retient moins les lowlights et ses déficiences puisque le côté scoreur dans le vide avec lui c'est difficile de le dire tout simplement parce que il était dans un contexte où défensivement ça fonctionnait quand il était là même si c'était pas lui le moteur en fait de la défense. Bah, oui, c'est-à-dire que c'était plutôt en intérieur offensif, on va dire. Et c'était pas quelqu'un qui en défense pouvait te protéger le panier, pouvait faire des rotations off-ball très dynamiques ou ce genre de choses, évidemment. La mobilité, pas autant qu'il l'avait pu avoir peut-être en début de carrière, mais donc on est en décennie. Mobilité, explosivité qu'il avait au début, et il l'avait plus trop là. Après, c'est vrai que par contre, tu vois, j'ai un peu comme. Alors, je pense que David West était bien meilleur dans son rôle défensif aux Pacers Mhm. que Randolph. Mais c'est marrant parce que tu sais, c'est deux équipes du début de décennie qui se ressemblaient beaucoup, hein, les Ouais, Pacers de Indiana David West, et Hibbert. Ouais, exactement. ouais je trouve que les deux étaient assez proches. Je trouve quand même qu'il était moins bon que Hibbert défensivement, Oui, par exemple. oui, oui, oui. Et à mettre à son crédit quand même, c'est que comme tu disais, d'une part, il n'y avait pas autant de spacing, donc c'est important de recontextualiser quelle était sa valeur à cette époque-là. Il ne faut pas penser avec nos standards actuels où il y a tout un terrain à couvrir de manière horizontale et verticale. Non, effectivement, il y a moins de spacing, donc
ses déficiences off-ball étaient un peu plus cachées, on va dire, pas autant exposées. Donc, la pondération, on peut la faire de ce côté-là. Le côté aussi, comme tu disais, le post-up, finalement, c'était là qu'était sa valeur défensive. Hein, c'était tenir sur des post-up. Et ça, il y en avait quand même encore pas mal en début de décennie. Donc, il y avait sa valeur de ce côté-là. Et puis aussi, évidemment, le côté rebond. Je veux dire, il y avait sa vraie valeur, je trouve, c'était là-dessus. C'était le côté aspirateur à rebond, poser des box-out, mais même lui-même aller les chercher. Je viens d'aller vérifier, là, il a des on-off au niveau du rebond défensif qui sont géniaux, et ça permettait aussi, comme on dit à chaque fois, de valider la possession défensive. Tu prends le rebond, et donc il faisait aussi partie de cette défense d'élite de Memphis du début de décennie. Donc je pense que sa valeur a oscillé, on va dire, autour de la valeur neutre, on va dire, parfois neutre négative selon les contextes, parfois neutre positif selon d'autres contextes. Il a aussi beaucoup profité de jouer avec des titulaires qui étaient très forts en défense. Très fort en défense, oui. Déjà Bah oui. à l'époque, ouais. Donc ça aide. Mais comme on dit, quand on recontextualise dans le jeu de l'époque, c'était quand même pas cata, quoi. Voilà, je pense qu'on peut quand même dire ça. C'était même parfois plutôt pas mal. Mais bref, tu m'arrêtes hein, si tu as d'autres choses à rajouter sur son profil. Sinon, je passe au minutage de playoff. 2200 minutes, mine de rien. C'est le 34e total de la décennie. C'est quand même plutôt pas mal, hein, sachant que sur ces matchs de playoff, il jouait plus de 36 minutes de jeu par match en playoff. Quand il jouait en playoff cette décennie, c'est beaucoup. Bah, c'est 7 campagnes, il a fait 7 campagnes au final sur ses 8 saisons, il fait 7 campagnes sur la décennie, quoi. Ouais, et sachant qu'en début de décennie, on jouait plus qu'en fin, et donc Ouais. notamment, il avait des énormes temps de jeu en début de décennie avec Memphis, évidemment. Et tu vois, pour te dire, 2200 minutes sur la décennie en playoff, c'est devant des Kyrie Irving, des Lillard et même des LaMarcus Aldridge. Donc c'est quand même pas mal, quoi. 34e Clairement. de la décennie. Bref, et donc, passons au classement. Où est-ce qu'on l'imagine dans le classement actuel tel qu'il est? Après, enfin, par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que le personnage et ce que le joueur a apporté à Memphis, moi je le rangeais plus dans la catégorie tu vois, juste après Derrick Rose, même si je pense que ça doit être un peu haut. Mais moi je le Alors, mettais genre juste après Derrick Rose avec Garnett, Towns. Derrick Rose qui est 49e actuellement, Mhm. Garnett 50, Town 51 effectivement. Ouais, alors j'étais un peu plus bas. J'étais autour de Roy Hibbert, mais Roy Hibbert, Al Jefferson surtout. Ouais. Ça me paraissait un point de repère assez important. Après, c'est vrai que j'ai peut-être sous-estimé le côté Al Jefferson. D'ailleurs, on l'avait fait ensemble, mais il a moins de saisons de bon niveau. Et il a moins de playoffs aussi. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Oui, il n'y a pas presque pas de playoffs, je crois. Mais Il y non, avait mais une campagne à peu près. l'autre point de repère, sinon, c'était David West, qui est pas loin, qui est autour de la 60e place. Tu vois, par exemple, si je te dis le duel David West-Zach Randolph, toi, tu prends plutôt Randolph? Oui, moi je prends plutôt Randolph, oui. Même si je pense que David West a été un role player quand même élite, notamment quand il est parti à Golden State sur sa fin de carrière. Il a réussi à gagner du titre aussi Ouais. avec eux, mais je trouve il a jamais eu ce rôle de go-to guy en fait. Il a jamais eu ce rôle de go-to guy. Ça a été une bonne deuxième voire troisième option. Il y avait un bon niveau de guard play ou du moins il a toujours joué avec de forts joueurs, soit à la main, soit à l'aile. Et je trouve que dans ce côté talent non dépendant, en tout cas sur la décennie, je trouve que celle de Zach Randolph est beaucoup plus marquante que celle de David West. C'est vrai qu'effectivement, West a eu un usage et un volume de responsabilité plus bas. Oui. Là où Zach Randolph était, alors, pas une première option du genre James Harden ou Kevin Durant, mais il était de facto la première option sur des match-ups, sur des saisons pour Memphis. Ouais, j'entends. Après, est-ce que David West compense pas au niveau défensif? Quoique non, C'est peut-être vrai. pas, non. Peut-être, non, mais tu vois, David West, ouais, après, le côté, tu vois, oui, c'est vrai qu'il a 2 titres en fin de décennie avec les Warriors. Bon, après, c'est des temps de jeu qui sont, alors, c'est bien en soi, mais pour des standards de la centaine, c'est pas grand-chose, quoi. On a que des joueurs avec des saisons à 30 minutes par match, quoi. C'est vrai que sur la centaine, en fait, ce qui compte pour David West, au final, même New Orleans, ça compte pas tant que ça. En fait, ça va être juste Indiana C'est essentiellement. ça, ouais. Ouais. Mais tu vois, alors après, tu me disais hors antenne aussi que, alors, hors antenne ou pendant le podcast, je sais plus, que tu trouvais un David West un peu bas. Oui, aussi. Peut-être qu'on peut couper la poire en deux, du coup, et remonter les deux. Ouais, bah, carrément. Remonter Après, les deux. ça les met dans la zone peut-être Tyson Chandler, d'Andre Tyson Jordan, Chandler, à peu près. 54. JJ Redick, 55. Ricky Rubio, 56. Où est-ce qu'on peut les monter? Ouais, par là, si Ouais. ça te va.
Au-dessus de Ricky Rubio. Non, ça me fait un peu haut quand même, Ricky Rubio. Ouais, c'est Toi, un ça beau te fait débat? morceau. Ouais, mais après, enfin, en discutant, comme tu dis, en discutant, et puis moi, je suis biaisé par rapport à Randolph aussi. Donc, Oui. c'est un biais assumé, tu vois. Écoute, on prend les deux. On met Zach Randolph devant, David West juste derrière. Par rapport à David Lee aussi, d'ailleurs, on se pose pas la question parce que David Lee est pas loin non plus. Je trouve que David Lee, par rapport à ces deux gars-là, je trouve qu'il est bien en dessous, personnellement, par Ouais. rapport à ce qu'il a pu produire, puisque, enfin, tu vois, New York, ça comptait Ouais, non, pas. mais t'as raison. En plus, il a beaucoup moins de saisons. Et les autres, en fait, qui lui sont devant, c'est la longévité, en vrai. Tu vois, Ok. Tig, c'est la longévité. George Hill, il y a la longévité, même si bon. On va les mettre devant Jeff Teague et George Hill, si ça te va. Allez, le couple Faisons gagnant. comme ça pour l'instant. De toute façon, ça va être modifié encore 8 fois avant la fin de la saga. C'est le principe de ce classement, c'est qu'il est vivant. Ok. Hop. Et du coup, bah, finissons avec un petit quiz. Alors, qu'on a 2 joueurs des Grizzlies aujourd'hui, je vais pas te faire que des quiz Grizzlies. Du coup, je te fais un petit quiz. Qui est dans l'effectif? Mais donc, tu te doutes, qui est dans l'effectif? Sacramento Kings 2018. Puisque Aïe, aïe, Randolph aïe. a fait 7 années à Memphis et donc 1 année aux Kings pour finir. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette équipe des Kings 2018? Alors, il y a Randolph, Mhm. comme je crois qu'il y a George Hill parce que c'est l'année où il avait pris l'argent. Exactement. George Hill, c'est l'année où il était venu prendre l'argent et faire 2-3 mois avant d'être échangé ailleurs. Cleveland, oui, c'est ça. Du coup, il y avait déjà Fox. Fox, ouais, saison 2018 et sa saison rookie, ouais, tout à Ouais, fait. ça, c'est saison rookie de Fox. DeMarcus Cousins n'est plus là. Donc, Non, il est plus là. Il est parti. Il y a Buddy Hield. exactement, Buddy Hield. Il y a Buddy Hield. Non. Non, Terry Evans, il n'était pas retourné. L'année d'avant. Effectif de Sacramento. Il y a pas Costa Koufos? Exactement, Costa Koufos est là. Alors, on a du coup coaché par Jörger, hein, s'il me semble, ce Sacramento Ouais. Kings 2018. Donc, Jörger, Zibo, il y en a un autre ancien de Memphis. Oui, il y a pas Tony Allen? Non, Tony Allen, il Non, va aux Pelicans. non, c'est un autre vétéran, très très vétéran. Ah, Vince Carter. Exactement, Vince Carter est par là, tout à fait. Alors on a aussi quelqu'un qui est un pivot qui avait été drafté assez haut mais qui a jamais rien donné du coup. Très athlétique, qui était censé être le défenseur à côté de Cousins. Ah, Willie Cauley-Stein. Exactement, Willie Cauley-Stein. Ah, Willie Cauley-Stein, oui, effectivement. D'ailleurs, on avait un autre de Kentucky également, un pivot qui était censé être le premier choix de la draft mais qui s'est un peu effondré. Scal, il y avait Scal. Exactement, Scal Labissière. Merci coach Calipari. Merci coach Merci Calipari. Calipari, ouais. Merci beaucoup. On avait alors un choix de draft de Sacramento qui était plutôt haut également. D'ailleurs, je crois que c'est sa saison. Mais c'est tout le rookie, temps le cas après, hein, chez Sacramento. Oui, c'est vrai, des c'est choix vrai. plutôt. Un ailier, alors ailier de North Carolina, plutôt ailier athlétique, drafté plutôt vieux, mais qui a pas donné grand chose. Je crois que cette année, il est à Boston d'ailleurs. Ailier athlétique. Je vois pas du tout. Je te donne le prénom, c'était Justin. Ah, Justin Jackson? Exactement, Justin Jackson est dans cet effectif. Alors on a un autre joueur qui là était rookie également, mais qui avait été drafté quelques années plus tôt, un Européen, shooter très très bon, l'allure d'espoir. Ah, Bogdanovic. Exactement. Bogdanovic, ouais. Bogdanovic, et pas Boyan. On avait alors je sais pas si ça te parle toi cette référence, un Hall of Famer du Who He Play For. Tu sais le fameux jeu où Charles Barkley doit deviner. Ah, où Charles Barkley perd tout le temps. Ouais. Dante Green, notre. Non, un Hall of Famer, un 3&D. Qui a fait du Washington, qui a fait du Brooklyn, qui a fait toutes les équipes possibles. Je sais pas trop comment te le décrire, tellement il est random. Non, c'était Garrett Temple. Ah, Garrett Temple, ouais. Garrett Temple. Oui. Garrett Temple. Après, il y a plein de noms un peu random. On avait du Frank Mason, je sais pas si tu te souviens de lui. Frank Mason 3, ouais. Le tout petit meneur qui était de Kansas. Ouais, tout à fait. De la QV. La QV de recrutement de Kansas, Wiggins, Embiid, Wayne Selden et Frank Mason. Fabuleuse QV de recrutement pour Kansas. Un peu de respect sur le nom de Wayne Sheldon. Ah, Wayne Selden. Alors là, oui. Ah bah oui, tu sais que moi, je suis fan et toi aussi, effectivement. Oui, on a réussi à y revenir dessus. Alors, on avait aussi un joueur qui était 2 years away from 2 years away. Ah, Bruno Caboclo. Exactement, Bruno Caboclo était par là. Et puis, on avait, alors, attention, c'est un jeu de mots, le père de Antetokounmpo, qui était un pivot grec. Papagiannis. Exactement. Et tu sais qu'en créole, ça se dit Papagiannis. C'est vrai? Je savais pas. C'est exactement la traduction de ce que tu viens de dire.
Ah ben le fameux Papagiannis, pivot grec, Ah drafté oui, très et en très haut. 14, je crois, 14. Ou 10 ou 11 même, je crois. Hein, enfin, vraiment, ça sortait nulle part ce truc. Et puis, je t'ai parlé les derniers, on avait du Jakar Thompson qui était par là. Ah, tiens, Jack Samson de Philly, l'ancienne Philly. Du Process, ouais, tout à fait. Alors, on avait. Alors, c'était pas Malachi Flynn, c'était Malachi Richardson. Malachi Richardson, ouais. Un jeune drafté de 2016, il me semble, qui n'a pas donné grand-chose. Il a déjà quitté Toronto, je crois. Ben non, je crois il était drafté par Sacramento. Ah oui, c'est en vrai, 2016. il est parti et ensuite, après. il est allé à Oui, Toronto, ouais. oui. Et puis, Jack Cooley, je ne connais pas du tout Jack Cooley. Aucune idée. Je crois que c'était un intérieur, un truc comme ça, ce gars-là. Peut-être. Ah, sinon, il y avait aussi Nigel Hayes. Je sais pas si tu connais lui. Oui, Nigel Hayes, oui. De Wisconsin ou Indiana, je sais plus. Ouais, il avait un maillot rouge, je crois que c'est Indiana. Ouais, ça me dit un truc aussi. Bref, et donc voilà, la centaine, il n'y a pas beaucoup d'apparitions de Sacramento. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. on va un peu parler de Sacramento. Donc voilà pour cette fabuleuse équipe de 2018 qui, tu seras peut-être étonné, n'a pas fait les playoffs. Sacramento en 2018.